Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés de KD20 R4. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une séance passionnante en compagnie de Mathieu et de l'équipe produit qui nous accompagne. Nous allons partager avec vous notre sélection de nouveautés et de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans Zoom et nous sommes là pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, comme d'habitude, ce webinaire est divisé en plusieurs parties. On commencera par les nouveautés pour les développeurs. On parlera ensuite de 4D Pro, 4D View Pro et on terminera par un focus sur Codely Studio. Et c'est parti, les nouveautés pour les développeurs et je cède la parole à Mathieu. Alors, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par un sujet donc passionnant pour les développeurs et je parle de la gestion des erreurs avec le mot-clé try qui, vous allez le voir, est un mot-clé très utile, très utile. Avec 4D20R4, vous avez donc désormais accès à un nouveau mot-clé, le mot-clé try, qui vous permet d'exécuter une expression placée entre parenthèses et d'intercepter de manière transparente toute erreur survenant pendant l'exécution de l'expression. Ces erreurs peuvent ensuite être traitées immédiatement après l'exécution de l'expression à l'aide de la commande last_error. Alors, à quoi est-ce que cela sert? Avec try, vous allez pouvoir gérer les erreurs au plus près du code qui les a générées. L'utilisation de ce mot-clé simplifie la gestion des erreurs lors de l'accès à un document, par exemple, si le document n'existe pas. Alors, sur l'écran, on voit à gauche comment ce genre d'erreur devait être géré auparavant. Ici, pour empêcher l'affichage de la boîte de dialogue d'erreur 4D, un gestionnaire d'erreurs devait être installé et le code de gestion des erreurs devait être écrit dans le gestionnaire d'erreurs. Avec le mot-clé try, on voit à droite, on peut maintenant tout écrire dans la même section de code et accéder aux variables locales. Comme on peut le voir, ça rend la lecture beaucoup plus facile. Cette nouvelle fonctionnalité ouvre de nombreuses perspectives en matière de gestion des erreurs. Elle représente cependant uniquement la deuxième étape de notre travail sur le sujet try. Et vous verrez avec 4D R5, donc, qui est disponible en bêta, vous verrez apparaître le bloc try-catch. Et donc, vous pourrez avoir une gestion des erreurs multiligne. Voilà, voilà. Je vais passer à la tout petit peu mon écran. Et on va maintenant passer au code live checker. Donc, comme je l'ai mentionné lors du dernier webinaire, l'éditeur de code est et reste un élément central de l'environnement de développement 4D. Aujourd'hui, nous vous présentons le code live checker. Il s'agit d'un algorithme utilisé pendant la compilation, la vérification de la syntaxe et la saisie de code dans l'éditeur. Le code live checker, il permet de prévenir les erreurs telles que les fautes de frappe ou les erreurs de logique. Vous pouvez voir ce contrôle pendant que vous tapez ou lors de la vérification de syntaxe et de la compilation. Il vous fournit également de nouveaux avertissements si votre code semble incohérent et génère des erreurs, si votre code pourrait provoquer des erreurs d'exécution. Alors, on va se poser la question, on va voir quelles erreurs sont affichées et quand. Alors, tout d'abord, les classes, ici. Une erreur est générée si le nom d'une classe utilisée n'est pas présent dans les bibliothèques de classe DS, CS ou 4D. Cela permet d'éviter les fautes de frappe, notamment celles liées, par exemple, à la casse, majuscule, minuscule. Ensuite, la vérification, elle porte aussi sur les fonctions de classe. Le code live checker vérifie ici plusieurs éléments. Par exemple, un avertissement est affiché si une déclaration de paramètres est effectuée en dehors du prototype de la fonction. On continue. Ou alors, on a aussi ici un avertissement si une fonction de classe inexistante est appelée. Mais également si le nombre de paramètres utilisés
dépasse le nombre déclaré dans le prototype. Et on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a une vérification de type qui est effectuée dans plusieurs cas. Une erreur s'affiche désormais lors de l'assignation de variables avec des types incompatibles, mais cela s'applique également aux propriétés de classe, aux attributs de data class et aux attributs calculés de data class. Ensuite, on a également un avertissement affiché lorsque les types de paramètres ne sont pas compatibles lors de l'appel d'une fonction de classe. Et dernier point, mais pas le moindre, les data classes ORDA, donc dans l'utilisation de classes, de data classes inconnues ou d'attributs de data classes inexistants, générera désormais également une erreur. Ça permet d'éviter les erreurs de saisie pouvant conduire à des erreurs d'exécution. Voilà. Dans l'éditeur de code 4D, le code live checker se déclenche automatiquement après une seconde lorsque vous tapez une méthode ou lorsque vous enregistrez une classe. Le compilateur 4D peut ajouter des erreurs à la liste des erreurs générées par le code live checker. C'est quelque chose de différent. Contrairement aux erreurs du code live checker, ces erreurs de compilation, une fois corrigées, elles s'afficheront toujours jusqu'à ce que le projet soit recompilé ou redémarré. Voilà, je pense que ce nouveau code live checker sera très bien accueilli par vous tous, par tous nos développeurs. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A, toujours comme d'habitude. On va passer à la suite. Et on va rester concentré sur le code. Et parlons maintenant de la déclaration des paramètres de méthode. Pour les développeurs qui choisissent des chemins de compilation exigeant le typage des variables, je parle là des options qu'on voit à l'écran, Process and Interprocess Variables are typed ou All Variables are typed. Eh bien, dans ces cas-là, les développeurs devaient déclarer une seconde fois les paramètres de méthode dans une méthode compiler underscore. Alors, bonne nouvelle, avec 4D20R4, cette étape supplémentaire n'est désormais plus nécessaire. Les paramètres déclarés dans un prototype de méthode declare ne nécessitent plus de déclaration redondante dans une méthode compiler. Cette mise à jour de 4D20R4 garantit la compatibilité avec le code existant tout en améliorant la sécurité du code en émettant des avertissements pour les paramètres non concordants. Cette amélioration vise à gagner du temps et à améliorer la qualité de votre code en évitant les erreurs d'exécution lors de la compilation. Voilà. Donc, ça allégera très probablement votre travail. On va continuer. Et on passe maintenant au format personnalisé de date et d'heure. Alors, sujet très intéressant s'il en est. Dans 4D, les dates et les heures peuvent être affichées ou imprimées de façon différente, de manière différente, en fonction des ressources internes ou des paramètres du système. Alors, bien que les formats par défaut soient généralement suffisants, des besoins spécifiques peuvent nécessiter une mise en forme personnalisée. Imaginez des scénarios où des documents sont destinés à des pays ayant des préférences de date et d'heure différentes de celles du pays d'origine. Dans ce genre de cas, les formats par défaut peuvent ne pas correspondre aux attentes du destinataire ou de l'utilisateur. Ainsi, la possibilité de définir précisément l'affichage des dates et des heures devient vraiment cruciale. Alors, pour répondre à ce besoin, 4D20R4 introduit de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la mise en forme personnalisée dans la commande string, dans la commande object-set-format et également dans l'interface. On le voit ici à l'écran. On a une longue vidéo là qui déroule et qui vous montre un peu toutes les possibilités. Cette démo, elle est disponible dans le blog sous forme de How do I, comme habituellement. Donc, je vous recommande évidemment la lecture du post de blog correspondant. Vous avez le lien juste en dessous. Et puis, je vous recommande d'aller manipuler cette démo qui est très, très, très complète, là, comme vous pouvez le voir. On peut vraiment maintenant formater les dates et les heures de façon très, je ne sais pas, versatile, ce serait le bon terme. Voilà. On va
passer à la suite avec les certificats SSL et TLS autogénérés. Ça, c'est un sujet de sécurité. Auparavant, le serveur 4D incluait des certificats SSL-TLS en standard pour sécuriser les échanges. Ceci, c'était surtout pour faciliter vos tests, pour que vous n'ayez pas à en fournir vous-même. Alors, on a décidé de les supprimer avec 4D20R4 et on va vous expliquer comment on a amélioré le fonctionnement de tout ça. Avec 4D20R4, lorsque le serveur 4D ouvre une application nécessitant un chiffrement des connexions, il va générer automatiquement un certificat SSL TLS temporaire si aucun certificat fourni par l'utilisateur n'est présent dans le dossier des ressources. Les avantages de cette approche, ils sont multiples. Premièrement, ça va simplifier considérablement le provisioning de votre serveur. Vous n'avez plus besoin de configurer des certificats manuellement. Si vous n'en fournissez pas, en fait, 4D va les générer pour vous. Et ce sera d'autant plus sécurisé qu'à chaque redémarrage de votre serveur, on aura en fait un nouveau certificat qui sera généré automatiquement. Donc, ça réduit les risques liés à une compromission d'un certificat que vous fourniriez vous-même. Alors, il y a un point important à noter, c'est que le serveur 4D ne va pas générer lui-même de certificat pour la partie web, pour le serveur web. On parle ici des connexions client-serveur. Pour les serveurs web, on a besoin toujours de certificats délivrés par des autorités de certification reconnues afin qu'ils soient acceptés par les navigateurs web modernes. Donc, par conséquent, les certificats temporaires dont je viens de parler, ils ne sont pas valides dans un contexte web. Ils ne relèvent pas de cadre. Voilà. C'était un point, je pense, important à noter pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux mondes. Voilà, on est convaincu que cette nouvelle fonctionnalité va grandement vous simplifier la mise en œuvre de vos applications et en plus de ça, on améliorera la sécurité. On va passer à la suite. On va rester dans la thématique sécurité. Comme mentionné précédemment, 4D utilise le protocole SSL-TLS pour sécuriser la communication client-serveur et les requêtes HTTP. Depuis plus de 10 ans, 4D prend en charge le RSA, qui est un algorithme de chiffrement éprouvé. Mais ce n'est pas tout. On propose désormais également la prise en charge de ECDSA pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Désolé. Et ce nouveau support, en fait, va élargir vos options de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que le CDSA est important, est intéressant? Aujourd'hui, la plupart des certificats sont émis avec RSA. Cependant, la tendance actuelle est d'utiliser des clés de plus en plus longues pour des raisons de sécurité. Malheureusement, les clés RSA plus longues entraînent une baisse de performance. C'est là que ECDSA entre en jeu, car cet algorithme, il permet d'obtenir le même niveau de sécurité avec des clés beaucoup plus courtes, et ce qui garantit en fait des performances optimales. Alors, préparez-vous pour l'avenir. Avec l'augmentation du trafic Internet, la demande croissante de clés plus longues, ECDSA est voué à remplacer progressivement RSA. En implémentant dès maintenant la prise en charge de CDSA dans 4D20R4, vous êtes assuré de rester à la pointe de la sécurité et des performances. Voilà. On va continuer avec l'API Gmail. On en a beaucoup pour les développeurs dans cette R4. Alors, si vous vous souvenez de notre dernier webinaire, j'y avais présenté des commandes pour récupérer des listes de labels et extraire des emails, supprimer des emails donc, dans l'API Gmail avec Kdeneti. Alors, on l'avait indiqué la dernière fois, l'aventure ne s'arrête pas là, évidemment. Avec 4D20R4, on enrichit le jeu de commandes Gmail avec deux extensions. La première, c'est la récupération simultanée de plusieurs emails. Cette fonctionnalité vous permet d'optimiser le temps de récupération de plusieurs emails en une seule commande. Et la seconde, c'est la gestion efficace des labels Gmail, de façon à
faciliter l'organisation de votre messagerie en créant, supprimant ou mettant à jour des libellés, des labels Gmail directement depuis votre application 4D. Je vais y revenir juste après. Ces améliorations vous permettront d'interagir plus efficacement avec vos emails Gmail au sein de vos applications 4D. Alors, on va détailler davantage ces deux nouveautés et on va commencer par la gestion des libellés, des labels. Contrairement aux dossiers traditionnels qu'on va retrouver dans le monde Microsoft, on en avait parlé la dernière fois, Gmail utilise des labels pour organiser vos messages. Cette gestion par label, elle présente un avantage important. Un même email, il peut être associé à plusieurs labels, plusieurs libellés simultanément. Par exemple, un email important concernant vos vacances peut être classé à la fois dans le libellé ou avec le label important ou, et également avec un label spécifique vacances, qui vous permettra de les retrouver en fait des deux côtés. C'est très différent d'une gestion par dossier où un email ne peut être que dans un seul dossier. La gestion des libellés, elle vous permet d'attribuer et de supprimer des libellés existants définis par l'utilisateur ou par le système. On retrouve dans Gmail des libellés imposés tels que boîte de réception, spam, corbeille, non lu, favori, important. Mais vous pouvez bien évidemment créer les libellés que vous souhaitez en plus de cela. La fonction update, elle vous permet de modifier des libellés associés à un message. Donc 4D20R4 offre un ensemble complet de commandes pour gérer les libellés Gmail de façon programmatique. Donc créer des libellés avec create label, récupérer des libellés avec get label, modifier les libellés, update label et supprimer les libellés, delete label. Grâce à ces commandes, vous pouvez automatiser la catégorisation et la gestion de vos emails, optimisant ainsi l'organisation et la recherche d'informations dans votre boîte de réception Gmail. Voilà, voilà. Vous retrouvez évidemment tout ça sur notre blog, y compris la démo que vous voyez à l'écran. Là, je vais passer au second point, donc le téléchargement de plusieurs emails à la fois. Désormais, vous pouvez télécharger jusqu'à 100 emails simultanément en utilisant un unique appel à la fonction getMails. Et si vous avez besoin de récupérer davantage d'emails, parce qu'évidemment, il y a plus que 100 emails dans nos boîtes aux lettres, il suffit de rappeler cette fonction plusieurs fois. Voilà, avec l'exemple à l'écran et le lien vers le blog. On va continuer et on va passer aux questions. Alors, j'amène ici. Alors, on a eu 2 questions répondues. Le formatage des dates et des heures est-il disponible de façon aussi complète dans Write Pro et les états standards? Alors, réponse de Roland. Write Pro, oui, si vous utilisez les formules, effectivement. Et idem pour les états rapides. Autre question, avons-nous des possibilités dans des certificats SSL/TLS sur la partie web pour les applications intranet internes à l'entreprise? Non, effectivement. Oui. Question sur les certificats P12 fournis par une autorité. Ne sont pas supportés par 4D. Il faut faire une demande de feature sur notre forum. On va passer à 4D Write Pro. Et je vais laisser pour ça la parole à Intisar, qui est toute souriante et qui n'attend que de prendre la parole. Voilà. Merci À tout. Mathieu, merci. Alors, on commence par la facturation électronique B2B qui va devenir en fait obligatoire en France dans les prochaines années. Et ce changement représente un défi pour de nombreuses entreprises, mais heureusement que Kate est là pour vous accompagner dans cette transition digitale en douceur. Donc, Kate Direct Pro permet la génération de PDF depuis longtemps maintenant et a ajouté le support des formats PDF A2 et A3 en 4D20 R3. Or, à partir de 2026, il est requis pour les entreprises d'accepter les factures électroniques. Alors, une facture électronique, c'est avant tout un PDF-A avec XML intégré devant respecter les standards facture X.
Alors, on a un exemple, voilà. Cet exemple à l'écran est disponible dans le post de blog dans lequel vous allez trouver les détails d'implémentation. Il montre comment créer une facture électronique, c'est-à-dire un document PDF avec XML valide joint à ce PDF. La démo propose deux modèles de facture en français et en allemand. Et pour les besoins de la démo, les éléments à facturer sont fournis au format JSON, mais bien sûr, vous pourrez les obtenir depuis votre base de données. Nous utilisons ensuite ces données JSON comme contexte associé au modèle de document CAD Pro. Et vous savez probablement que CAD Pro permet très facilement de créer des modèles de documents comme une facture et d'y associer un contexte de données. Alors, l'étape suivante consiste à générer un fichier XML au bon standard. Enfin, dernière étape de la démonstration, exporter la facture électronique, c'est-à-dire le PDF incluant le fichier XML généré. Alors, passons maintenant aux questions, si vous avez des questions. Bon, le sujet facturation électronique, c'est un long et grand sujet. On a donc plusieurs posts de blog sur le sujet, vous verrez. Et avec cette fonctionnalité, vous êtes prêt maintenant à respecter les futures obligations réglementaires, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre en termes de délai. C'est un peu plus tôt en Allemagne qu'en France, mais néanmoins, voilà, je pense que pour tous ceux d'entre vous qui manipulent les factures, c'est important de s'y mettre dès maintenant. Et c'est ce qu'il ne faut pas signer les factures, c'est indépendant et ce n'est pas obligatoire de signer. Peut-on générer à partir d'un document 4D View? Alors, pas aujourd'hui. En tout cas, pas de façon aussi simple qu'avec 4D Write. Voilà, vous pouvez nous le demander, ça, dans le forum. On pourra regarder le sujet. Euh, on a fait le choix de 4D Write parce que c'est vraiment aujourd'hui 4D Write Pro, notre machine à générer des documents PDF, en fait. Une facture, c'est pas juste un tableau avec des lignes. Il y a beaucoup de mise en forme autour. Et voilà, c'est la direction qu'on a choisie. Si vous souhaitez le même genre de fonctionnalité avec 4D View, on peut en parler sur le forum. Peut-on relire une facture avec une facture électronique avec 4D Write Pro? C'est effectivement en cours de développement. Ce sera indépendant de 4D Write Pro, vous le verrez. Ce sera disponible prochainement. Je peux laisser la parole, Intissa. Donc, merci Mathieu. Et passons à CADIView Pro. Alors, donc, vous pouvez désormais contrôler de nombreux éléments de CADIView Pro par programmation, ce qui vous permet de concevoir des workflows très complets. Et dans la nouvelle version, nous avons ajouté quelques petites fonctionnalités, mais vraiment très pratiques. Donc, afficher, éditer et déboguer des formules longues et complexes peut parfois s'avérer ardu. Prenons l'exemple suivant. Pardon, j'ai. Non. Voilà. Ça Voilà. y Alors, est. donc là, nous voulons afficher une valeur dans la cellule B2 en fonction de la valeur dans la cellule A1. Et pour cela, nous utilisons une formule if. Euh, dans ce cas simple, la formule reste compréhensible. Cependant, lorsque les formules si ou bien if s'accumulent, il devient difficile de suivre quelles conditions s'appliquent à quel moment. Le nouveau panneau d'édition de formules s'améliore considérablement la lisibilité. Alors, ce nouveau composant offre les fonctionnalités suivantes. Mise en forme améliorée. Donc, les formules longues et complexes peuvent être formatées sur plusieurs lignes avec une indentation et une imbrication appropriée, ce qui facilite la lecture, bien évidemment. Deuxième fonctionnalité, c'est basculer les sections de formule. Il est possible de réduire et d'étendre des sections spécifiques de la formule pour une navigation plus aisée. Saisie assistée, la saisie de formule est simplifiée grâce à des suggestions de fonctions, de noms définis par l'utilisateur et de paramètres énumérés. Les infobulles contenant des informations sur la fonction s'affichent lorsque l'utilisateur place le curseur sur un nom de fonction.
ou bien la saisie. Détection d'erreurs. Les erreurs de formule telles que des paramètres incorrects ou des parenthèses mal fermées sont signalées. Et finalement, test en direct, comme nous venons de le voir, les modifications apportées aux formules peuvent être testées directement. Ensuite, nous avons amélioré la prise en charge des tableaux croisés dynamiques, les pivot tables, en ajoutant une option de sous-total pour les champs individuels. Alors, auparavant, vous deviez modifier la position du sous-total situé en bas de chaque champ, mais désormais, vous pouvez définir la position des sous-totaux pour chaque champ individuellement. Comme vous voyez dans l'écran. On va laisser une petite Ouais, démo se dérouler. ouais. C'est toujours un outil très puissant, le tableau croisé dynamique, et accessible à toute une population d'utilisateurs. Les férus d'Excel. Mm. Mhm. Ouais, on va passer à la Bon. suite. Alors, restons toujours sur le thème du calcul et CADView Pro prend désormais en charge le calcul manuel. Ah, Euh, ah, oui, d'accord, je vois. ouais, c'est pas grave. Alors, si cette option est activée, les formules ne sont pas calculées automatiquement et ne le sont que lorsque vous le modifiez ou vous entrez une nouvelle formule. Alors, toutes les cellules sont recalculées automatiquement si les cellules pertinentes ont été modifiées. Lors du calcul manuel, seules les cellules directement modifiées sont recalculées. Les cellules qui se réfèrent à une cellule modifiée ne le sont pas. De plus, il est désormais possible de cliquer sur un onglet de feuilles différentes tout en éditant une formule afin de référencer des cellules dans d'autres feuilles de travail. Alors, quoi de neuf d'autre dans KD View Pro? Slide suivante, Mathieu. Alors, on a l'affichage du zéro, feuille de calcul protégée par un mot de passe, propriété default value pour les cellules, insérer des cellules coupées pour les tableaux. On va continuer. Ouais. Donc voilà la démo qui liste les nouvelles fonctionnalités. Donc parfois, une feuille de calcul peut contenir des formules qui aboutissent à zéro dans une cellule et l'utilisateur peut ne pas vouloir qu'une valeur s'affiche dans ces cellules. Pour prendre en charge ce cas, nous avons ajouté l'option show zéro qui peut être activée pour afficher les valeurs zéro dans les cellules et désactivée pour afficher la valeur des cellules completes. Alors, voilà, une fonctionnalité intéressante pour les feuilles de calcul professionnel est la possibilité de protéger ces feuilles par mot de passe. Vous pouvez définir un mot de passe pour des feuilles spécifiques ou bien pour l'ensemble du classeur, exactement comme dans l'Excel. Et de plus, nous avons maintenant la possibilité de définir la valeur par défaut d'une cellule. Vous pouvez définir n'importe quelle valeur ou formule comme valeur par défaut d'une cellule. Donc voilà, cette valeur, là on est toujours dans la deuxième feature, ok. Voilà, donc pour les valeurs par défaut, cette valeur est alors utilisée si aucune autre valeur n'a été saisie. Voilà, Ici. ouais, voilà. Voilà, Ouais. ça m'intéresse. Ensuite, donc, on a l'utilisation des tableaux a également été étendue. Donc, le collage des cellules copiées ou coupées en dehors d'une zone de tableau était déjà pris en charge. Avec cette version, les cellules copiées et coupées peuvent être collées dans un tableau. Voilà. Ensuite, pour finir en beauté, on a la mise à jour du designer. Donc, nous avons enrichi le designer de boutons dédiés aux thèmes, aux couleurs et aux polices. Ces boutons vous permettent de modifier les thèmes
ou les jeux de couleurs, ce qui affecte toutes les formes graphiques et styles de cellules intégrées qui référencent ces couleurs thématiques. Donc, comme vous pouvez le constater, CADView Pro continue version après version de bénéficier des améliorations de Spread.js pour devenir toujours plus performant et convivial. Et d'après les discussions et les chiffres que nous observons, de plus en plus de développeurs 4D donc proposent CADView Pro à leurs clients. Et passons maintenant aux questions. Je sais, ouais, je sais pas si on a de questions. Est-ce qu'on a des questions sur la partie 4D View? On en avait une tout à l'heure hein, sur la facturation électronique. Apparemment, pas de questions particulières sur 4D View. Et on va maintenant passer à Codely. Le voyage de Codely se poursuit avec 4D20 R4. Alors, on est toujours actuellement en phase de développeur preview hein, sur Codely et Codely Studio, mais chaque partenaire a déjà aujourd'hui la possibilité de tester le produit et ses nouvelles fonctionnalités. Alors, vos retours, ils sont particulièrement précieux, bien évidemment, vu la teneur de ce produit. Ils sont précieux et nous les attendons avec impatience. Enfin, nous les avons déjà, en fait. Vos retours, ils sont vraiment très positifs. Je vais vous lister là maintenant quelques-unes des améliorations qui viennent enrichir Codely Studio avec 4D20 R4. En premier lieu, Codely Studio supporte maintenant les fonctions variadiques de 4D. Hein, vous savez ce que c'est que les fonctions variadiques. On vous les a présentées dans le webinaire précédent sur la R3. Hein. C'est la possibilité pour une fonction d'avoir un nombre, une quantité variable de paramètres. Eh bien, vous pouvez les appeler et comment dire, avec autant de paramètres que nécessaire maintenant depuis le studio et le panel d'événements. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Hein. En fait, le studio va détecter qu'une fonction est variadique et va vous permettre en fait de rajouter autant de paramètres que vous le souhaitez. Voilà. On va parler un petit peu d'expérience utilisateur. Maintenant, pour le chargement d'un formulaire Codely, une barre de progression assez discrète, mais qui fait bien son office. Une barre de progression maintenant est visible lors du chargement d'un formulaire. Euh, mais pas uniquement lors du chargement d'un formulaire. En fait, à chaque fois que une action est déclenchée, qu'elle nécessite des mises à jour de données ou en fait un échange en REST avec le serveur 4D, vous verrez en fait apparaître cette petite barre de progression. Ça améliore beaucoup le ressenti des utilisateurs hein, qui ne sont pas à l'aveugle lorsqu'un formulaire est en attente d'un échange avec le serveur 4D. Donc, vous verrez, vous n'avez rien à faire en fait hein, pour activer cette barre de progression. Elle est là tout le temps. Vous pouvez par contre en ajuster l'aspect graphique si vous voulez qu'elle soit plus visible, moins visible. Tout ça, ça se fait avec des CSS très, très, très facilement. En fait. Là, on est sur un code couleur Codely qui est violet, mauve. Mais vous pouvez changer la couleur, l'épaisseur, etc., etc. Voilà. Les composants ont également été enrichis. Donc, le composant de saisie de texte, input text, hein, a bénéficié de quelques améliorations. Vous pouvez maintenant avoir une saisie de texte multiligne. Vous pouvez également avoir un contrôle, comment dire, un contrôleur spécifique pour la saisie des durées. Là, on voit qu'on peut saisir 56 heures, 10 minutes et 10 secondes. Et aussi, ce composant de saisie de texte, il a un mode maintenant lecture seule, read-only, pour présenter des données non éditables, évidemment. Donc, on enrichit hein, toujours la bibliothèque de composants. L'interface utilisateur du studio, elle a également été améliorée. Les cartes d'événements, maintenant, elles sont repliables
et dépliables, comme ça elles prennent moins de place dans votre enchaînement d'événements. Vous pouvez maintenant supprimer des classes CSS, les namespaces ou les data sources que vous n'utilisez pas en fait dans votre formulaire. Ça, c'est si vous avez pas mal travaillé sur un formulaire, vous voulez un peu nettoyer tout ce dont vous ne vous servez plus, automatiquement, vous pouvez nettoyer ce dont vous ne vous servez pas. Et en dernier lieu, on introduit un mode de prévisualisation pour les onglets. Alors ça vient de VS Code. Quand vous allez cliquer sur un formulaire ou sur une classe, bien évidemment, elle va s'ouvrir dans un onglet. Le libellé de l'onglet, on le voit, c'est assez discret là, mais il va vous être présenté en italique. Et si vous ne modifiez rien, en fait, si vous faites juste une lecture du contenu ou du formulaire, lorsque vous allez cliquer sur un autre élément, sur un autre onglet enfin, pardon, sur un autre formulaire ou sur une autre classe, eh bien, c'est cet onglet, il sera remplacé en fait. Ça va vous éviter d'avoir une accumulation d'onglets ouverts dans votre interface. Voilà. Et par contre, dès que vous allez vous mettre à le modifier, là, cette fois-ci, il sera maintenu ouvert, même si vous allez ouvrir un autre fichier. Voilà. Ça, c'est une fonctionnalité qui, si elle vous gêne, elle est désactivable hein, dans les paramètres du studio. Voilà, on a fait un peu le tour des nouveautés sur Codely. Le gros des nouveautés sur Codely va arriver avec la R5. Donc, on en parlera au prochain webinaire. Mais avec 4D20 R5, vous verrez de grosses nouvelles fonctionnalités sur ce produit. Voilà, on peut passer maintenant aux questions sur Codely Studio. Et on s'approche lentement mais sûrement de la fin de notre séance. Donc, si vous avez même d'autres questions plus générales, pas d'autres questions. Tout est répondu dans les questions-réponses. Eh bien, on va passer à la suite si on n'a pas de questions. Ah. Comment puis-je revoir les webinaires précédents? C'est une très bonne question. Les webinaires précédents, vous les avez sur YouTube. Il suffit d'aller voir donc le compte, la chaîne 4D, et vous avez un replay en français, en anglais, en allemand, si vous êtes germanophobe, phone, pardon. Voilà, vous pouvez revoir les webinaires précédents. De rien. La, la discussion continue sur les certificats. Moi, je vous recommande de peut-être continuer soit sur le forum, soit par email. Ah, alors, une question sur le système des licences Codely. Alors, le système des licences Codely, on parle là de Codely Studio pour 4D et de Codely, de la technologie Codely utilisée avec 4D. C'est très simple. Euh, comment dire? On est sur le fonctionnement des licences telles que vous les avez en client-serveur 4D. Donc, un utilisateur qui va se connecter, on va avoir une session REST qui va s'ouvrir et qui va consommer une licence, au même titre qu'un utilisateur client-serveur, quand il se connecte à l'application 4D, va consommer une licence 4D. C'est la même licence qui est utilisée. Donc là, je parle du runtime de votre application Codely. Euh, L'utilisation du studio en lui-même, lui, il demande pour le moment le fait d'être partenaire à partir du niveau Silver. Mais ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Probablement prochainement une ouverture plus grande de l'utilisation du studio. Voilà. Le système des licences Codely, donc
je préempte un peu la question, hein. Vous savez que les sessions REST, elles ont aujourd'hui un temps de rétention qui est d'1 heure. Euh, avec 4DR5, et vous pouvez le voir, je ne sais pas si le post de blog a déjà été publié, mais s'il ne l'est pas, ce sera le cas dans quelques jours. Vous aurez la possibilité, en 4DR5, vous avez la possibilité avec 4D20R5 d'offrir un moyen pour votre utilisateur de se déloguer et donc de libérer sa licence. Voilà, ce sera un moyen comment dire, graphique d'interface. Donc, votre utilisateur pourra se déloguer et donc pourra vous libérer une licence. On sera donc dans un fonctionnement très, 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 très similaire à ce que vous avez aujourd'hui en client-serveur. Voilà. Et si vous avez des besoins autres en termes de licence, hein, là, je pense qu'il faut vous rapprocher de votre commercial 4D qui pourra étudier tous vos besoins en détail. Ouais, non, c'est bon. Effectivement, le lien du post de blog concernant les licences. Ça, c'est bon. Merci pour ce webinaire. Merci à vous. On n'a pas encore fini. Ne partez pas. Encore une question sur les certificats. Je suis. Ouais, ouais, ouais. Là, ça devient très, très détaillé, très technique, surtout quand on n'a pas forcément votre fil de discussion. Je vais laisser peut-être Nicolas répondre à cette dernière question. Mais sinon, je vous invite vraiment à continuer sur notre forum ou à nous transmettre vos questions euh, par retour euh, à la fin de ce webinaire. Vous aurez un lien pour nous envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à nous transmettre ces petites questions et puis on y répondra. Voilà. Eh bien, on va continuer. Donc, dernier point, on a beaucoup parlé du blog. Donc, évidemment, allez sur le blog. Vous avez vraiment énormément d'informations disponibles, des démos, des how do I. C'est une mine d'informations et on a une petite nouveauté, une grosse nouveauté sur notre blog. Vous avez maintenant de quoi beaucoup mieux rechercher, beaucoup mieux et puis plus rapidement les informations de notre blog. On s'est rendu compte qu'avec le temps, le blog avait une richesse comment dire, très importante, mais qui était parfois difficile de s'y retrouver ou de retrouver du contenu. Pour autant, il est très populaire. Euh, Avec cette mise à jour, donc avec un panel ici de catégories, pardon, vous avez un panel de catégories qui s'ajoute à notre blog. Elles vous aideront à affiner vos résultats de recherche, à trouver en fait plus rapidement les informations dont vous avez besoin. Il existe des catégories principales et secondaires, et en fait, vous allez pouvoir explorer tout un sujet spécifique qui vous intéresserait. Par exemple, si vous recherchez des tutoriels sur Horda, vous pouvez cliquer directement sur la catégorie Horda et dans la sous-catégorie tutoriel. Voilà, on a en fait classé chaque post de blog dans ces catégories et sous-catégories. Et donc, et puis on le fera bien sûr pour tous les nouveaux posts de blog à venir. Euh, euh, voilà, ça va vraiment rendre votre expérience sur le blog, je pense, beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Auparavant, on avait des libellés hors dame et qui étaient peut-être trop génériques. Et puis, l'information, les posts de blog, vous arrivez un peu dans un ordre pas forcément comment dire, intéressant pour vous et avec parfois beaucoup trop d'informations, en fait, finalement. Donc là, vous allez pouvoir aborder un sujet de façon beaucoup plus aisée. Alors, on espère que ça vous facilitera la vie. Voilà.
Alors, bien pour les blogs, on a une question. Est-ce qu'ils seront en français? Alors, ils sont déjà en français, les blogs. Ils sont déjà en français. Alors, je ne sais pas pour la catégorie explicitement, là, si Intissar, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce qu'elles apparaissent en français, là, les titres de blog, dans la section catégorie? Je n'en suis pas Non, absolument. pour la catégorie, non. Mais depuis pas. ouais, homepage, donc on peut choisir le flag France et puis on a toutes les blog posts en français. Oui, voilà, hein, aujourd'hui, tous nos posts de blog, ils sont disponibles dans, comment dire, dans plusieurs. Soit, nous, aujourd'hui, on les rédige principalement en langue anglaise, mais on en propose également une version relue française, et pas, euh, comment dire, pas de façon, pas traduite de façon automatisée. Il y a eu une évolution du blog l'année dernière sur ce sujet-là. Vous avez évidemment les posts de blog disponibles en français. On a Nicolas qui continue de répondre sur les certificats, mais du coup, on va, on va continuer. Alors, on a d'autres questions dans le chat que je n'avais pas vues. Il faut poser vos questions dans la section Q&A, sinon malheureusement on ne les voit pas. Je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que les dernières versions de 4D fonctionnent avec Windows 7? Windows 7, je ne voudrais pas m'avancer en disant que c'est une version qui commence à être un peu ancienne de Windows. Vous avez le support, le listing des versions de Windows qu'on supporte, mais connaissance Windows 7 n'est pas supporté. Après, vous pouvez essayer de vous en servir à vos risques et périls, mais je ne le pense pas. Est-ce que l'on peut disposer de bases d'exemples? Autre question sur le blog. Il y a beaucoup de bases d'exemples. Alors, je ne sais pas quel sujet en particulier, sur quel sujet en particulier vous aviez besoin d'exemples, mais dans notre post de blog et sur notre compte aussi sur GitHub, vous allez pouvoir retrouver toutes nos bases d'exemples. Voilà. Et le dernier point, on y avait répondu. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons terminé. Voilà. Dans le chat, donc, vous avez évidemment le lien vers le blog qui vous a été transmis. Bien évidemment, vos commentaires sont importants. Donc, vous recevrez par mail de quoi nous envoyer vos commentaires sur cette session. Et je vous remercierai d'y répondre. Nous les lisons avec attention. Euh, on va se quitter. On est bien à l'heure, pas de souci. Et je vous remercie à tous d'avoir participé en nombre à ce webinaire. Et une petite dernière question. On est encore sur les certificats. Vraiment, il faut que vous terminiez ensemble cette discussion. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour le webinaire sur 4D20R5 et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, salut.